Bienvenue sur le podcast de We Love Devs. C'est Damien qui vous parle et je vais vous présenter l'épisode d'aujourd'hui avant de commencer. Cet épisode, je l'ai enregistré avec Fanny Demey. J'ai voulu faire le portrait de Fanny parce que c'est une développeuse qui est heureuse et ça se voit. Je voulais illustrer son parcours, sa carrière, en faire un portrait pour que ce soit utile pour les jeunes développeurs qui veulent se renseigner sur le parcours de carrière d'un développeur aujourd'hui. L'idée, c'est que c'est compliqué de prendre des décisions de carrière qui vont nous emmener, qui vont nous permettre de nous épanouir, qui vont nous permettre d'être heureux. Et je pense pas qu'il y ait de réponse générale. Et je pense que faire des portraits, ça permet à chacun de prendre ce qui lui plaît dans ce portrait, peut-être de s'identifier plus ou moins à ce portrait-là. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui motive Fanny dans ses décisions, ça vous correspond pas, mais peut-être que plus tard, ça vous correspondra. Poser ce type de questions et les illustrer, ça nous aide à prendre des décisions de carrière, ça nous aide tous à faire des choix de carrière qui nous rendront heureux, et j'espère que ce portrait vous sera utile à cette fin. On va parler de différents sujets, on va parler du retour de congé mat, on va parler de confiance en soi, on va parler d'apprendre dans son métier, d'apprendre le métier de développeur, on va parler donc de l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Tous ces points-là, on va les aborder et comprendre quel est le point de vue de Fanny sur le sujet. Le podcast est assez technique, j'ai voulu que ce soit satisfaisant pour les devs sur ce point-là, mais en même temps, on a essayé aussi de s'adresser à toute l'audience. Je vais vous laisser profiter de cette conversation avec Fanny Demey. N'oubliez pas de partager le podcast, d'en parler autour de vous. N'hésitez pas à laisser une note sur l'App Store. Même si vous n'avez pas un iPhone sous la main, vous pouvez aller sur le MacBook, chercher le podcast et mettre un commentaire, une note. Ça aide beaucoup les utilisateurs à découvrir notre podcast. Merci beaucoup. Bonjour Fanny. Bonjour Damien. Comment est-ce qu'on te présente ? Pourquoi les gens te connaissent de manière générale ? Ou s'ils ne te connaissent pas, comment ils devraient te connaître ? Alors, pourquoi on me connaît ? Alors, je pense qu'on me connaît davantage par la communauté des GDG, où je suis présidente du GDG Lille. Donc, je pense que si on me connaît, c'est normalement pour ça. Pourquoi on devrait me connaître ? Parce que je suis dev mobile et que j'essaye du coup de percer un petit peu là-dedans et de vivre un peu de cette passion. Le but, c'est de dresser un portrait du coup sur ta carrière de développeur. On a envie de rencontrer des développeurs plus seniors pour essayer de comprendre comment ils gèrent leur carrière, comment ils prennent des décisions. Et le but, c'est de faire un contenu de fond que vont écouter les développeurs qui viennent sur We Love Devs dans cette démarche de changer de carrière, d'être plus heureux au travail de manière générale. Et donc c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler comment t'en es venu au métier de développeur, comment ça s'est passé au tout début Alors au tout début, moi j'ai fait Polytech Lille comme école, en filière plutôt informatique et microélectronique. À la base j'y allais pour la microélectronique. Déjà je suis arrivée là-dedans. En fait au lycée j'aimais bien les maths. Et ma prof de maths m'a dit va en école d'ingé. Je voulais faire un G-son à ce moment-là et mon père m'a dit mais fais pas ça, t'auras jamais de boulot, ça va être galère derrière. Donc ma prof de maths m'a dit va en école d'ingé. Je me suis dit allez, je vais y aller. Et je me suis éclatée à faire des maths. Et puis petit à petit en fait j'ai découvert l'informatique et j'ai trouvé ça plutôt fun. En fait mais c'était pas une vocation, tu vois, je codais pas, j'ai pas codé quand j'étais au lycée ou quoi, je savais pas du tout ce que c'était, tu vois. Donc j'ai découvert ça à l'école et puis voilà, c'est comme ça que c'est arrivé en fait. C'est pas choquant. Et du coup t'as fait des stages au début ou t'as fait... Ouais, j'ai fait des stages. Alors moi j'étais diplômée en 2012, c'était du coup quand j'étais en école, c'était vraiment le début en fait, iPhone, Android, etc. Et j'ai trouvé ça super cool. À l'époque, les Android, c'était genre HTC Desire, HTC One. Puis ils étaient pourris. Moi, c'est le seul iPhone que j'ai eu. J'ai eu un iPhone 3GS. Et je voyais les Android de mes copains. J'étais là, non, mais c'est tout moche, Android. Enfin, l'interface n'était pas jolie. Et donc, du coup, moi, j'adorais. Désolée, moi, j'aimais pas. Maintenant, j'adore. J'ai eu un HTC HD2 à l'époque, c'était génial. Et du coup, j'ai fait tous mes stages dans le mobile, en fait. J'ai fait des apps, donc iOS, Android, j'ai même fait du Windows 8. Ouais. Oh. Du Windows Phone. Alors Windows 8 même, le truc après qu'ils ont fait interface métro avec les petites briques et tout. Et donc moi c'était pour une tablette en fait qui était disposée à la Fnac à Paris-Bercy. Un énorme truc et du coup c'était Windows 8 qui tournait dessus. Du coup t'as commencé par iOS avant d'aller sur Android ? Ouais, c'est ça. J'ai appris toute seule en stage du coup l'Objective-C. Et seulement le stage de l'année d'après où j'ai fait de l'Android. Et
Comment t'as choisi tes stages? Est-ce que même la recherche de stage, ça s'est passé comment à l'époque? Tu te rappelles ou pas? Alors, mon premier stage, c'était... en gros, je suis allée à l'école des mines qui s'appelle l'IMT Lille Douai aujourd'hui, parce que je connaissais en fait le président de mon club de volleyball travaillait là-bas. Et donc quand je lui ai dit je cherche un stage et tout, et donc il m'a dit mais on aimerait bien nous faire une appli sur iPad pour pouvoir faire l'appel dans les cours, etc. Cliquer sur une sorte de petit rhombi. Donc voilà, je suis arrivée comme ça en fait là-bas. Mais je pense que le premier stage souvent c'est vraiment à l'opportunité, au réseau que t'as qui est assez minime en fait au départ, quoi. Non mais en vrai souvent on néglige notre réseau sportif ou associatif pour notre vie professionnelle. C'est un bel exemple en fait. Sachant qu'aujourd'hui je donne encore des cours du coup maintenant à l'IMT Lille Douai. Oui d'accord. Je donne des cours d'agilité. J'ai cru que tu allais me dire sachant qu'aujourd'hui je suis encore au volley, tu vois. Non et je suis encore au volley aussi. C'est vrai? Tu entraînes ou tu t'entraînes? Non en fait je dis ça mais j'ai arrêté il y a quelques mois. C'était un peu galère de tout gérer. Ouais je comprends. Et le deuxième stage, du coup, ça s'est passé quand? Alors, deuxième stage, je suis allée chez Atos Worldline, où là, j'ai fait de l'Android. C'est vieux, hein, tu me rappelles des vieux souvenirs. De l'Android et de l'iPhone. Ça s'est bien passé. Là, du coup, j'ai découvert le gros mastodonte, tu vois, au début, quand j'ai eu mes entretiens. Du coup, t'avais une voiture pour y aller et tout? Ouais. T'es de la région, t'as grandi dans la région? J'ai grandi dans la région, ouais. Ok, donc c'est plus simple déjà. Du coup, ça m'a fait super peur au début, tu vois, les premiers entretiens que tu passes là-bas, les bâtiments sont immenses, t'as quelqu'un qui vient te parler, faire l'entretien qui est plus vieux, beaucoup plus vieux, qui est impressionnant, etc. Tu vois, tu flippes un peu, puis en fait, après, je me suis rendu compte que c'était super humain, j'ai encore, mes meilleurs amis sont de cette boîte-là, au final, où j'ai fait mes plus grandes belles connexions professionnelles, on va dire, c'était à ce moment-là, quoi. Ils proposent des beaux sujets stage, Et ils proposent des beaux sujets, en tout cas à cette époque. Aujourd'hui, je sais plus, mais j'étais bien encadrée et c'était chouette. C'est en fait assez logique que dans une grande boîte, il y ait de la place pour de la R&D et qu'ils aient le temps de faire des vrais sujets de stage, alors que dans des petites boîtes, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de monde et il y a toujours quelqu'un en fait qui va maîtriser ce que tu essayes de faire en fait. Si tu as besoin, moi j'ai bossé du coup, après je suis retournée c'était ma première expérience professionnelle ensuite. Et dès que tu as besoin de quelque chose sur telle techno, il y a toujours quelqu'un dans la boîte qui est expert en fait et qui va t'aider, et c'est vachement pratique ça. Du coup, après, quand tu vas dans les petites boîtes, tu te sens un peu plus seul. C'est ça. T'es sur Stack Overflow, effectivement. C'est clair. Et du coup, ensuite, t'as enchaîné sur quoi? Comment t'as cherché ton premier poste? T'as embauché peut-être chez Atos directement ou pas? Non, ensuite, après, je suis allée chez Capgemini et j'ai aussi fait un projet fin d'études dans une start-up qui s'appelait Ergonautics. Où là j'ai encore fait de l'iOS, dis donc. C'est drôle parce qu'aujourd'hui je suis vraiment beaucoup plus Android. Et donc j'ai fait de l'iOS là-bas, et chez Capgemini j'ai fait Android, iOS et Windows 8. Mais j'ai préféré ensuite retourner chez Atos Worldline, qui est Worldline maintenant. Ok, du coup, est-ce que tu as eu d'autres étapes dans ta carrière depuis? En 2012? Donc là, on est en 2012. En 2012, du coup, j'arrive chez Atos Worldline, où je dois travailler sur des projets des ACD, ça s'appelle, et puis des SVI. Donc c'est en gros... les centres d'appel. Le SVI, c'est le serveur vocal interactif, mais l'ACD, je l'avais pas. Alors, l'ACD, du coup, alors je sais même plus ce que ça veut dire exactement. Mais quand t'appelles Orange ou quoi, ou Direct Energy en l'occurrence, moi je travaillais pour Direct Energy, tu tapes 1, tu tapes 2, puis après t'arrives sur une solution qui est déployée dans le centre d'appel, qui permet aux téléconseillers, via un bandeau web, de prendre les appels, etc. C'est vachement... technique et assez complexe, et en même temps les technos derrière étaient pas super sexy. Du coup, si tu sais c'est quoi un SVI, tu connais peut-être le Voice XML. Moi j'en ai jamais touché. Donc voilà, c'est pas très sexy. En vrai, j'en ai vu en stage quand j'étais au CIC, et j'en ai vu chez Trip and Drive, on avait un SVI aussi pour prendre les appels, parce qu'il y avait beaucoup de clients qui appelaient en même temps, on avait besoin d'un SVI pour les guider et les faire attendre, tu vois. Donc, tu vois, moi, juste avant, j'avais fait de l'iOS, de l'Android et tout, et t'arrives, tu fais ce genre de techno, ça fait un peu moins rêver, surtout quand t'es tout jeune. Du coup, j'ai fait plus de gestion de projet, parce que je me suis rendu compte, en fait, au départ, tu sais, quand tu commences ta carrière, t'as peur du client. Tu te dis, c'est qui lui, etc. T'as peur de l'avoir au téléphone, t'as peur de le rencontrer. Puis en fait, dès que tu l'as au téléphone et dès que tu le rencontres en vrai, les masques tombent et tu te dis, mais il est super cool, en fait, le client. Et moi, j'ai un bon relationnel, du coup, ça matchait bien, en fait, en général, avec les clients. J'arrivais à entretenir une bonne communication. Comme je suis assez organisée, c'est pareil, j'arrivais à bien organiser derrière le projet, l'équipe, etc. Donc, je me suis naturellement orientée vers ça, étant donné que la partie technique me faisait un peu moins rêver. Je trouvais que les gens étaient très expérimentés,
Et je suis pas tombée sur un mentor, en fait, à cette période-là, quelqu'un qui m'a pris par la main, qui était pédagogue et qui m'a donné confiance en moi. Donc ça me faisait vraiment peur, la partie technique, donc je suis allée vraiment sur quelque chose où j'étais beaucoup plus à l'aise, où c'était plus naturel pour moi. D'accord, donc le relationnel, c'était une zone de confort. Ouais. Ok. Du coup, tu es revenu sur de la tech aujourd'hui ? Au bout d'un moment, au bout de peut-être 3 ou 4 ans, je me suis dit, mais en fait, c'était cool de coder. Donc je me suis remise un petit peu à coder sur mon temps perso, histoire de retrouver un autre taf en interne dans une équipe plus technique et refaire du dev. C'est là où j'ai commencé à arriver un peu dans la communauté, justement. À commencer à aller en meet-up, à rencontrer des gens, à me dire je suis pas nulle, les gens me comprennent, les gens me prennent pas pour une débile. Donc là, j'ai commencé à reprendre confiance en moi et j'ai changé d'équipe du coup en interne chez Atos. Je dis Atos, Worldline, bon, voilà. C'est les mêmes. Et là, pour le coup, je suis arrivée dans une équipe où techniquement, ils étaient assez calés. Et pour le coup, j'ai eu un bon mentor là-bas qui m'a redonné confiance, qui m'a aidé, qui m'a expliqué les choses, qui a été super pédagogue et qui m'a vraiment redonné confiance en moi et qui m'a confortée dans mon envie de refaire de la technique, quoi. C'est le syndrome de l'imposteur tout ouais, toujours. Carrément, ouais. J'ai un ami comme ça qui, en sortie d'école, avait l'impression que... il était à l'école, il y a les classements, etc. Et donc il avait l'impression que qu'il n'était pas le meilleur technique. Mais en fait, aujourd'hui, qu'on est sorti, moi, on est 2013, tu vois, de ma promo. Ouais. Moi, j'ai fait plus long, donc c'est même 2012, je pense, les autres. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ça fait du coup 6-7 ans, déjà. Les distances, elles sont complètement tassées parce qu'on n'a pas eu les mêmes expériences, parce que y en a qui sont restés dans la technique peut-être moins fort, mais qui restent plus longtemps et du coup sont peut-être plus crédibles que d'autres qui ont fait autre chose entre temps. Puis de toute façon, les technos, elles ont bougé. Faire l'objectif C, moi déjà, je saurais plus en faire et je sais pas si c'est très utile encore aujourd'hui, tu vois. Je pense que les gros, ils en font encore l'objectif C. Je vois des offres, tu vois, Amazon ou quoi, ils mettent objectif C, Java, ils sont restés encore un peu sur. Ouais. Bon, c'est vrai. Il y a du legacy partout, en fait. C'est ça. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais même en vrai, après avoir fait du Swift pendant 2 ans, tu rouvres plus de l'objectif C, ça fait peur. Hein. Ouais. T'as eu cette sensation aussi ? Tu regardes ton CV, tu sais, du coup, moi je remets mon CV à jour en ce moment et tu le regardes et il y a des technos que t'enlèves parce que tu te dis non, mais j'ai su en faire, mais là je suis incapable d'en faire. Tu vois, genre j'ai fait du .NET, du C#. Ouais. Même si ça ressemble au final à Java, à tous ces trucs-là. Incapable, à mon avis, d'en refaire. Chaque fois, les gens qui me demandent ce que je sais en .NET, je leur dis, la dernière fois j'en ai fait, c'était des ASMX. C'est tellement vieux, genre les gens ils font waouh, ça me rappelle des vieilles choses. Effectivement, le sujet, il est. Mais du coup, en fait, c'est un sujet, du coup, comment tu choisis les technos, comment tu évalues la pérennité des technos sur lesquels tu as envie de développer ton expertise. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, t'essayes de suivre la vague, t'essayes de te dire, attends, est-ce que ça va être. On en parle juste parce que c'est hype, ou alors est-ce que c'est vraiment le truc à suivre, sur lequel il faut s'accrocher. Tu vois, Flutter en ce moment, moi je me pose des questions. Parce que ça a l'air vachement bien, et la communauté commence à suivre, mais est-ce que ça va être comme React Native il y a 3-4 ans, où tout le monde s'est dit « Ah, c'est génial, c'est beaucoup mieux que Cordova », et aujourd'hui tout le monde crache dessus en disant « Ah, mais non, c'est pas terrible, faut faire du Flutter ». Du coup, tu te dis « Qu'est-ce que je fais en fait ? Là, je mets les gaz pour apprendre à faire du Flutter, ou j'attends de voir, ou est-ce que je rate le train ?» C'est quand même je pense qu'apprendre le JavaScript pour faire du React Native, ça pique moins que d'apprendre le Dart pour faire du Flutter. Mais effectivement, après, le React Native est moins mainstream maintenant, il y a moins de support, il y a beaucoup de boîtes qui ont droppé le support sur React Native, donc après React Native, il y a un usage particulier, tu peux toujours t'en servir pour faire des checkpoints en onboarding ou des choses comme ça. Ouais, moi je trouve ça pas mal, tu vois, pas mal de gens qui critiquent, mais au final, t'as une petite appli toute simple, qui fait juste des appels REST et qui affiche les données, bon... Ça fait le taf, quoi. J'ai fait des applis complètes pour des clients avec Native. Et avec un budget de 10K, on avait une version 1 sur iOS Android. Et ça va beaucoup plus vite. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, tu fais des apps natives. En tout cas, je parle pour Android. C'est vachement compliqué. Enfin, c'est long de faire quelque chose. Moi, j'ai fait un peu de Vue.js. Tu vas beaucoup plus vite à faire un truc en Vue.js. La même chose, ça prend moins de lignes de code et c'est compréhensible, quoi. Quand j'étais chez Trip and Drive, j'avais fait l'application iOS. Et au bout d'un moment, je dis, attends, j'ai voulu changer les styles. Moi, si je dois changer la couleur de tous les boutons, j'en ai pour une semaine ou deux. Hein. et en vrai, le studio ne me croyait pas sur le coup. Il me disait, attends, mais c'est pas possible, pas de système de style. Comme nous, on change la valeur dans le CSS, ça change partout. Je dis, si. Et non, c'est inimaginable. Les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est très artisanal le mobile là-dessus.
Et du coup, quand j'avais fait du React Native, j'avais pu prendre avec moi un intégrateur web qui avait fait toute l'intégration Flexbox. Pour lui, c'était trop bien, parce que c'est quasiment du Flex. Enfin, c'est du Flex, je pense. Ouais. J'ai oublié, je suis triste. Mais c'était pratique, j'avais pas besoin de faire l'intégration, du coup. Parce que je pouvais prendre un développeur web pour faire l'intégration sur l'appli React Native. De temps en temps, je disais, attends, il faut qu'il y ait 2 états sur le bouton, tu vois, les bases, tu vois. Mais sinon, en général, tout passait bien, quoi. Donc ça m'avait plu de pas faire l'intégration. Ouais, du coup, Flutter, pour toi, Flutter, t'es encore en wait and see. Alors, j'avais envie de m'y mettre très fortement. Là, je me suis même prise des formations sur Udemy, etc. Ouais. Bah, c'est cool, t'as déjà investi, du coup. Ouais. J'ai mis un peu en pause. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je suis plutôt intermédiaire en Android. J'ai pas envie de reproduire le schéma où, tu vois, à chaque fois que je suis arrivée sur une techno ou dans un domaine, bah voilà, j'ai bossé dessus pendant 1 an ou 2, puis après j'ai vu autre chose et je me suis dit tiens, je vais faire ça, et puis tu pars et tu fais carrément une autre techno. Et ce qui est super cool, parce qu'au final t'as un panel de choses que t'as fait et que tu sais faire, et t'as une expérience qui est intéressante. Mais d'un autre côté, au bout d'un moment, on va te demander d'avoir un certain niveau d'expertise sur un domaine. Donc là aujourd'hui je me dis en fait je suis intermédiaire en Android, donc je prends un petit peu de temps pour essayer pour être davantage senior sur ce domaine-là, mais sans laisser de côté Flutter, parce que pour moi, en fait, t'es pas développeur ou développeuse Android, t'es développeur mobile, je pense. Ouais. Et en fonction des contraintes du client ou du projet, des utilisateurs, tu vas choisir telle ou telle techno. Du coup, nous, ça nous paraît évident, parce qu'on en a fait beaucoup du mobile, mais genre, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le métier, pour même un recruteur qui nous écoute, c'est quoi les caractéristiques du monde du mobile? En quoi les développeurs mobiles, ils ont des contraintes différentes? Qu'est-ce qu'ils apprennent de différent? Tu vois, est-ce qu'on peut réexpliquer tout ça? Est-ce qu'on va essayer de mettre des mots sur les choses abstraites? Alors, expliquer à quelqu'un qui... là, tu me poses une colle, je sais pas comment... on a le temps de réfléchir. Tu veux expliquer quoi comme contrainte? Souvent, déjà, ce que j'explique, c'est que c'est des systèmes embarqués. On n'a pas de la mémoire infinie. On doit optimiser un petit peu plus les repaints. On peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec la batterie du téléphone aussi. C'est clair, ouais. Tu dois faire attention à tout ce qui est offline, etc. Ouais. C'est pas les mêmes contraintes. Une application web, elle est connectée en permanence. Nous, on doit gérer les états connectés, déconnectés. Quand tu veux la mettre à jour, un site web, en fait, tu fais un changement et il est live tout de suite. Non, en fait, une appli mobile... Puis il y a des gens qui sur utilisent le des vieilles store. versions. Ouais. Il faut maintenir l'API, elle doit fonctionner avec les vieilles versions, les nouvelles versions. Si tu as une app iOS, tu te prends aussi la validation d'Apple qui prend quelques jours, et puis des fois tu sais pas ce qui se passe. Le système de certificat qui a changé depuis la dernière fois, tu sais pas pourquoi. C'est ça. L'OS qui évolue, alors d'un seul coup tu as des choses qui sont deprecated et tu dois vite te dépêcher de mettre à jour ça, sinon t'es foutu, quoi. En fait, les SDK sont tellement présents dans le mobile qu'au final, connaître Java, c'est important, mais c'est la valeur d'un développeur Android, c'est sa connaissance du SDK et du tooling, de l'ensemble des librairies. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à apprécier. Qui s'apprend avec l'expérience au final. Ouais. Et les opportunités, puisque finalement, si tu tombes pas sur un projet qui va te faire utiliser, je sais pas moi, la caméra ou beaucoup de problématiques offline, etc., tu vas pas. C'est vrai qu'il y a aussi toutes les connectivités, le Bluetooth. Ouais. Tous les objets avec lesquels on peut se brancher, les capteurs avec lesquels on peut se brancher. C'est infini, en fait, le nombre de choses que tu peux... Mais déjà, dans le mobile, il y a tout ce périmètre-là qui est assez large. Quand j'ai commencé à faire l'Android, on avait des toutes petites piles d'objets et tout. C'était les machines d'Alic, tu sais. Ouais. Maintenant, en vrai, avec Art, t'as un vrai garbage collector. C'est clair. Tu peux faire des choses sur la mémoire. T'es pas emmerdé quand tu fais de la récursivité, t'es pas emmerdé parce que tu touches la fin de la mémoire du téléphone. C'était le cas avant, quand même. C'est vrai. Encore, même aujourd'hui, tu vois, genre l'appli Lydia, sur mon téléphone, elle charge tous les contacts du téléphone dans la mémoire pour faire la recherche. Moi, j'en ai 15 000 des contacts, donc elle crache à chaque fois. Oh merde. C'est le genre de détail, en vrai, où quand tu fais du mobile, tu dois y penser. Et tu penses pas toujours. Sur un serveur, tu t'en fous, tu charges tout, c'est pas grave. Au pire, ça consomme du network. C'est clair. Ouais, il y a tout ça. Et du coup, toutes ces contraintes-là, toi, ça te plaît? C'est quelque chose qui fait que tu veux rester dans le mobile de manière générale? Ouais, c'est plutôt cool. Du coup, tu mentionnais le fait... T'as parlé des 100 days, les 100 jours. Oh, des 100 days challenge. Explique... donc je t'expliquais ça tout à l'heure. En fait, quand j'ai voulu me remettre un peu à la tech, je me suis donné un 100 days challenge où tous les jours, soit je regardais une vidéo tech, soit je codais un petit truc perso qui me prenait 1 heure peut-être à développer, genre, je sais pas, utiliser une ampoule connectée, puis programmer pour pouvoir le changer de couleur. J'avais fait ce genre de choses. Soit aller en meet-up.
Et ça pendant 100 jours. Mais alors, je me rappelle même, je me suis retrouvée en week-end avec des amis au Pays de Galles et à 1h du matin, on va se coucher. Je me dis, mince, j'ai pas regardé ma vidéo, j'ai pas fait mon truc. Et du coup, je suis là dans le lit à regarder ma petite vidéo sur YouTube parce que je me suis lancé le challenge et qu'il fallait pas que je rate une journée. Ouais, voilà. Et ça m'a quand même bien aidé à me remettre un petit peu au goût du jour de ce qui se faisait, les nouveautés, etc. De pouvoir reprendre un peu confiance, de prendre contact avec la communauté, découvrir du coup le Stijug, le GDG, de rencontrer Ludo, et puis en fait, de fil en aiguille, de devenir organisatrice au GDG, puis ensuite, alors, quelques années après, présidente, mais ça s'est fait sur cette période-là. Le rôle de la communauté dans ton parcours, tu me disais tout à l'heure que tu t'y investissais surtout pour, déjà parce que ça t'avait apporté la confiance en soi. C'est ça, ouais. Et pour échanger, parce que pour toi, c'est comme ça que t'apprends. Ouais, moi, du coup, tu vois, cette période-là où j'avais l'impression d'être... j'avais un peu un syndrome de l'imposteur, du coup, je me sentais un peu inférieure par rapport aux autres, surtout, tu vois, chez Worldline, où les gens sont super forts, il y a beaucoup de monde, et il y a beaucoup d'hommes très âgés, etc. Donc ça m'impressionnait, en fait. Je dis très âgés, mais aujourd'hui, on va dire ça de moi, tu vois. On va avoir le même souci au bout d'un moment. C'est clair. Moi, j'ai pas les 30 encore, je me touche du bois. Ça va arriver à la fin de l'année, en vrai. Je suis syndrome d'imposteur, la communauté. Ouais, et du coup, en fait, en allant dans les meet-up, j'ai rencontré des gens qui m'ont accueilli, qui m'ont expliqué les choses, où j'ai compris, en fait, tu vas à des conférences et tu comprends les choses, et tu dis, en fait, je suis pas débile. Ensuite, tu discutes après la conf avec les gens et t'arrives à avoir un échange, à donner ton avis, à ce qu'on trouve, ce que tu dis pertinent, qu'on argumente, etc. Donc là, déjà, tu te sens un peu plus en confiance. Tu commences à discuter aussi avec des gens qui sont hyper calés, en fait, et qui, pareil, sont intéressés par ton retour, par ton expérience, même si elle est plutôt débutante à ce moment-là. Et ça m'a vachement donné confiance, en fait. C'est vrai qu'hier, l'année dernière, au DFS, j'étais allé dans une salle pour prendre des photos, et une demi-heure à écouter Quarkus, j'ai envie de faire du Quarkus. Hein. Alors que j'ai pas fait de Java depuis 3 ans, j'ai jamais déployé Même effet la semaine dernière en BBL sur Quarkus aussi. Attends, envie d'essayer. Attends, quand il le fait, ça a l'air facile. Genre. Et en fait, oui. Bon, après, je suis sûr que si j'essaye de le faire maintenant, je vais enchaîner. Il y a plein de trucs qui vont pas marcher. C'est ça. Je vais me retrouver coincé, je vais faire. Elle est où la doc ? C'est ça. Et donc, du coup, tu es devenue organisatrice maintenant. Le DevFest, comment ça a commencé Alors, le DevFest, donc je suis arrivée au GDG dans cette période-là où j'organisais des meet-up avec Ludo, avec Nicolas et Manu aussi qui a rejoint aussi l'équipe. Et puis on a eu l'opportunité du coup d'aller à Google I.O. Donc Manu et moi on est allés à Google I.O. et on a rencontré en fait tous les GDG du monde entier. Ils font une journée de conférence où tu partages tes expériences, comment ça se passe, l'idée de ton meet-up dans ton pays, quelles sont tes contraintes, quels sont les tuyaux que tu veux partager, etc. Et du coup on a découvert les DevFest. Et puis on a découvert du coup que c'était faisable de faire un DevFest, on nous donnait plein de tips, plein d'idées. Donc on est rentré et on est allé voir Ludo en disant faut qu'on fasse un DevFest. Et Ludo était là, vous êtes sûr oui, on va le faire en fait. On va monter ce genre d'événement, il y a quand même une espèce c'est comme un soufflet quoi. T'as l'impression genre faut mettre toutes les briques en même temps dans le wagon. Ouais, tu vois. c'est clair. Puis au début du coup tu te dis tu fais un budget et tu dis j'espère que ça va suivre parce que sinon je sais pas de où on les sort. Alors au début on était il me semble à 15 ou 20 000 euros, ce qui aujourd'hui me semble pas énorme. Là, on est à la 4e édition, on est autour de 100 000 euros. Ah, mais attends, 15 000 euros pour un bénévole, c'est-à-dire qu'en vrai... si on n'avait pas les sous, je sais pas comment on faisait, parce que... Les gens se rendent pas compte, mais moi, les événements que j'organisais, en fait, la trésor, c'était ma trésor perso, hein. C'est-à-dire que j'achetais des choses, et puis ensuite, je me les fais rembourser quand les sponsors versent l'argent après l'événement. Du coup, tu vois, nous, ce qu'on avait fait dès le départ, grâce au retour des autres DevFest qu'on avait eu, on s'est dit qu'on pouvait facilement être en galère à cause de ça. Donc, on avait acté que tant qu'un sponsor n'avait pas payé, il n'était pas annoncé. Et donc, ça nous assurait en fait d'avoir l'argent suffisamment tôt. Ça, c'est une bonne pratique qu'on partage aujourd'hui avec les organisateurs. Voilà, c'est ça. Et il y a encore des DevFest qui font pas forcément comme ça, mais je trouve que en fait, les partenaires derrière, ils comprennent. Faut juste leur dire, moi, je suis bénévole, en fait, je fais ça gratuitement, donc je peux pas sortir ça de ma poche. Si t'as envie d'être pote avec ton traiteur aussi. Après, voilà, Donc du coup, ça a marché tout de suite. Et après, Google, du coup, nous avait aussi donné un gros coup de pouce au départ. Ça a été notre premier sponsor et ils ont rapidement
dérouler la trésorerie en fait, qui nous a permis de réserver justement le traiteur, qui est un budget assez important. Ouais. Et on avait aussi une salle gratuite aussi au départ. On était allé dans des écoles. Nos premiers events, on les a fait dans des écoles pour économiser là-dessus aussi. Et du coup, là, alors, la première version, si j'ai envie de dire, du DFS, vous étiez à combien de participants ? Alors, première version, on avait 3 salles en parallèle et 200 participants. Deuxième version, 3 ou 4 salles en parallèle, 400 participants. Genre là maintenant, vous avez déménagé au Kinépolis, vous avez beaucoup plus de partenaires, vous avez le budget, il est forcément passé d'un cran. Ce gap-là, il a été compliqué à passer ? Oui et non, parce que les partenaires en fait nous ont vite suivis. Ouais. Là, c'est la folie en fait. À chaque fois qu'on lance les packs, 2 jours après, il y a plus de packs avec les stands. Et on est obligé de prévenir une semaine à l'avance. Et puis on a mis en place un site web et comme ça, on a vraiment l'horaire à laquelle les gens ont fait la demande des packs parce que ça part super vite. Et au final, en fait, on a trouvé le Kinépolis, de trouver un lieu qui matchait. C'est-à-dire que vous avez d'abord trouvé les financements pour pouvoir passer le cran. Les partenaires étaient là, donc vous pouviez passer le cran et ensuite vous avez trouvé une salle où ça rentre. Non, on a trouvé la salle, on a fait notre budget, on s'est dit pour faire ce genre d'événement avec cette grandeur-là, il nous faut autant de partenaires, voilà comment on essaye de rentabiliser le truc, qu'est-ce qu'on leur propose, etc. On l'a fait à l'envers en fait, on a regardé les salles, le traiteur, combien ça nous coûterait, et on a fait notre budget en fonction de ça. Les paramètres, vous avez d'abord fixé le prix de la place, ça c'était important pour vous d'avoir un prix de la place dans les 60 €, c'est ça ? Ouais, on est à 40 €. 40 €, ouais. En fait, on était à 20 € avant. Du coup, on a longtemps discuté de se dire comment on répercute ça sur le prix du billet, parce que on a quand même besoin un peu d'une participation des attendees. Du coup, on est passé à 40 € en se disant, voilà, c'est vrai que ça prend une autre dimension. Quand tu fais un événement à 40 €, ça veut dire que tu comptes quand même sur les partenaires pour faire la majorité du financement. Ah oui, clairement, le participant paye 40 €, mais finalement, si on fait le coût par participant est autour de 140 €, quelque chose dans le style. Et au final, tu vois, tu viens, tu manges, tu repars avec une petite bière en goodies depuis l'année dernière, même depuis 2 ans en fait. Tu vois, pour 40 € au final, ça va quoi. Et du coup, une fois que tu as défini ça, tu sais que c'est les partenaires qui vont financer, mais la question c'est toujours, est-ce que je veux plein de petits partenaires ou quelques gros ? Tu sais, il y a toujours un curseur à placer là-dessus. C'est ça, nous on essaye du coup d'avoir moitié ESN et moitié clients finaux. Parce qu'on veut qu'il y ait de la diversité. Normales, en fait, voilà, des entreprises normales. Je sais pas comment. On sait jamais comment le dire en fait. Comme ça, il y a de la diversité. Les ESN ils disent, elle est numérisant, elle est numérisée. D'accord. J'ai entendu plusieurs fois dans des débats publics. Donc on a des numérisants et des numérisés. Ouais, c'est ça. On essaye d'avoir moitié-moitié pour que ce soit intéressant pour eux et pour les participants le jour J. Voilà. Ok. Donc vous avez fait le choix d'avoir une vingtaine de partenaires, c'est ça aujourd'hui ? Alors, oui, on doit être à une vingtaine à peu près, ouais. Ok, et ensuite vous avez fixé les prix des packages pour ça rentre. C'est ça, ouais. Et on a fait un package un peu moins cher, sans stand, justement pour les boîtes qui veulent être visibles ou qui veulent s'associer à l'événement, qui veulent marquer leur nom en fait sur le site web, etc. Mais qui n'ont pas forcément la force de frappe, parce qu'avoir un stand le jour J, c'est du taf en fait, il faut l'animer, il faut le mettre en place, etc. Donc voilà, ça leur permet, ça fait en tout cas toujours une première étape, et ça permet aux plus petites entreprises de montrer qu'elles sont là aussi. C'est vrai qu'on a un client avec qui on travaille sur la marque employeur, et du coup il nous a dit, mais en fait on a eu un stand l'an dernier au DFS, vous vous en rappelez ? Je fais non en fait. c'est un vrai budget pour l'entreprise d'avoir un stand et de l'animer correctement. Après, ce qui est bien, c'est que c'est toi qui avais eu l'idée de mettre les thèmes ou pas ? Ouais, à peu près, ouais, avec notre designeuse. En vrai, c'est trop cool parce que c'est-à-dire que n'importe quelle ESN, elle peut faire un thème rigolo. Ouais, c'est ça, ouais. Même une boîte de 20 personnes, en fait, elle peut trouver un thème et se distinguer, en fait, se différencier. En fait, ouais, on s'est dit qu'avec les thèmes, et ce qu'on a remarqué, c'est que les entreprises, du coup, c'est plus simple, en fait, pour elles brainstormer. Tu leur donnes un thème et ça leur donne une guideline de se dire, tiens, notre thème, c'est les séries télé, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ça donne de l'imagination, alors que quand t'as pas de thème, t'as rien du tout. En vrai, moi, j'étais trop sceptique quand t'as annoncé les thèmes, et puis après, une fois sur place, j'ai fait, c'est génial. Mais c'était le feu, quoi. C'était génial, l'ambiance qu'il y avait. Là, cette année, c'est les voyages. Ils se baladaient avec l'ananas, avec le parapluie, et c'était quoi le thème ? C'est How We Met Ted. Je fais, mais c'est génial.
Puis du coup, ils étaient rigolos, ils étaient mignons et tout. Ouais. Et ils ont eu des idées que nous, on n'avait pas pensé à faire ce genre de truc. Est-ce que le thème il change cette année du coup? Cette année, c'est les voyages, oui. Les voyages. Les voyages. Il faut choisir un pays ou une destination. Un pays ou je sais pas, un moyen de transport, des entreprises dans le monde. J'ai envie d'être le train. Voilà, c'est ça. Tu peux faire le train, j'en sais rien. J'ai un tonton cheminot, donc ce week-end on va pas être. Le DevFest au final quand même c'est important parce que c'est un moment où la communauté elle partage des connaissances. Ouais. Si je comprends bien aussi, c'est que les développeurs vont dans les communautés pour apprendre, pour partager. C'est ça, oui. Et toi, c'est quelque chose où tu as trouvé... En fait, ça, c'est quelque chose que tu trouvais chez Atos parce que c'était une grosse boîte. Mais le fait de le faire, ça te permet d'aller dans des plus petites boîtes aussi. Moi, aujourd'hui, je fais de l'Android. Ouais. Et j'aime beaucoup aller au meet-up Android parce que je rencontre des gens qui font la même chose que moi, qui ont les mêmes problématiques, etc. Alors que parfois, en fait, au sein de ta boîte, qu'elle soit grande ou petite, c'est pas évident de trouver des gens qui te ressemblent, entre guillemets, qui font comme toi, qui font de l'Android, Ouais, ça te permet d'avoir un autre jugement, en fait. En fait, c'est assez rigolo parce que j'ai des clients qui vont me dire... alors, les clients qui vont me dire, moi, je veux embaucher que des mecs qui vont à des meet-up, etc. Des mecs, en plus, le terme est là, c'est présent. On essaie le non-genré. T'as dit développeur aussi tout à l'heure, t'as dit. Voilà. C'est vrai ? Ouais. Ah merde. Non, c'est pas grave. Non, moi, je parle au masculin de moi, des fois, à force. Hein. Je parle de moi au masculin à force. Je parle de moi au masculin à force d'être qu'avec des hommes, ouais. J'utilise des adjectifs au masculin et après je me dis mais non en fait. Mais moi j'ai des clients qui me disent qu'ils veulent recruter des gens qui vont dans les meet-ups. J'ai dit mais il y a aussi des gens en fait qui sont très compétents et qui vont pas dans les meet-ups. Ouais. Et ça c'est un sujet. Et à l'inverse en fait ce que disent beaucoup moins de gens, mais sur Oratech par exemple il y a beaucoup de meet-ups qui ont eu du mal à se monter parce que les patrons avaient peur que si les développeurs aillent au meet-up ils se fassent débaucher. D'accord. Et en fait, c'est une vraie angoisse aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dirigeants de PME qui vont se dire attends, si l'équipe elle s'en va, elle voit d'autres gens, ils vont entendre parler de nouvelles opportunités, ils vont être plus exposés, plus visibles, ils vont se faire chasser, je vais me faire débaucher mon équipe. C'est une angoisse qui est profonde pour plein de gens, pour plein de dirigeants. Et en fait, je trouve que c'est un bon message à faire passer, de dire que non, en fait, c'est une garantie, c'est une façon de former qui est nécessaire à l'épanouissement d'un développeur. Et il faut encourager les gens dans les équipes à y aller, quoi. Oui, c'est de la formation gratos, quoi. Toi, t'as déjà été speaker ? Ouais. T'as fait quoi comme sujet ? Alors, j'ai speaké au début sur l'agilité et Scrum. Ouais. Alors, je m'étais fait un gros trip où j'avais dessiné toutes mes slides, parce que c'est le moment où j'avais découvert le sketchnoting, et du coup, je me suis dit, c'est génial. Donc, j'ai passé un temps fou à dessiner mes slides, et je m'étais fait un gros trip où j'embarquais le public avec moi pour visiter Scrum City. Donc Scrum City, dans mes dessins, c'était Las Vegas. Et du coup, j'allais leur expliquer c'était quoi les habitants de Scrum City, c'était quoi leur tradition, etc. Un gros trip là-dessus. Donc ça, c'était le premier que j'avais fait. Après, j'ai parlé de React Native aussi, à Devox. Ouais. Et les derniers talks, c'était sur la process communication, qui est un outil de communication où tu apprends un peu les différentes personnalités, comment elles interagissent, comment elles réagissent en situation de stress. Donc pas un truc technique non plus en fait. Je m'éclate plus à faire des confs pas techniques. Je trouve que c'est dur de trouver de la place dans les conférences pour sur les CFP. En fait, c'est pas des conférences qui ont beaucoup de succès. C'est clair, oui. Donc c'est assez dur de les faire. Mais passer. Au final, tu vois, j'étais surprise. Je l'ai fait au DevFest Nantes il y a il y a 2 ans peut-être. Et j'ai eu une salle mais de 300 ou 400 personnes remplie, quoi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Allez voir des confs techniques, qu'est-ce qui se passe? Je m'attendais pas à ça, en fait. Ouais. Mais c'est super important aujourd'hui, en fait. Parce qu'en fait, ça rassemble tout le monde, tu vois. Enfin, Quarkus, il y a quand même genre la moitié du monde qui s'en fout et la moitié du monde qui s'intéresse. Alors que bien communiquer avec tes collègues et comprendre pourquoi lui, t'arrives pas à lui parler, tu te dis, mince, pourquoi il est comme ça? React ou Java ou Python, ça t'intéresse. C'est pareil, ouais. Et au final, le quotidien, au quotidien dans ton travail en fait tu communiques beaucoup, donc c'est des problématiques que tout le monde rencontre, quoi. Attends, alors du coup React Native, moi ce que je m'étais rendu compte en posant des CFP, c'est qu'en fait genre par exemple j'avais posé des CFP sur Android Auto et en fait les organisateurs personne leur propose des sujets sur Android Auto. C'est vrai, parce que en fait il y avait pas grand chose à dire, hein, mais du coup il y avait beaucoup de taf de documentation. J'ai eu l'impression de faire un TIPE pour présenter le sujet tellement j'avais fait de la recherche. Mais en fait c'est les sujets qui sont pointus comme ça, les organisateurs, ils ont pas de
ils ont rarement 4 propositions sur un sujet qui est très très exploratoire et React Native. Du coup, à l'époque où tu l'as proposé, j'imagine qu'il ne devait pas y avoir 36 personnes qui en parlaient. Ouais, surtout que moi, du coup, je parlais de comment... moi, j'ai fait la partie native, entre guillemets, de React Native, où je développais un SDK Android et iOS, et un bridge pour pouvoir l'utiliser dans React Native. Voilà, j'expliquais comment faire ça, en fait. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup... En fait, c'est pour ça que j'avais décidé de le faire. Tu vois pas beaucoup de ressources et tout. Mais pour le coup, tu vois, je me suis moins éclatée à le faire. Je me rappelle quand j'avais fait ça, les tutos sur React Native, la doc était pas complète. Clairement, il y avait des trucs, on avait tapé des références au hasard, on avait regardé des objets et on se dit, il faut faire ça. Et puis en fait ça fait le même effet que tu sais la conf Quarkus dont tu parlais là. Tu regardes et tout, ça a l'air magique, mais en fait quand tu t'y mets au quotidien, tu tombes sur plein d'erreurs cheloues et comme dans tout en fait. Du coup là j'ai essayé de faire un peu un Rex, de dire en fait c'était quoi la version de React Native, 0.42, 49 quand même. 0.49 déjà. Il y avait Expo du coup. Ouais. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui du coup? On en discutait tout à l'heure, c'est que t'es entre 2 jobs et tu me parlais de remote, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc pour continuer après Worldline, donc je suis retournée vers le mobile puisque je faisais pas de mobile chez Worldline et que ça me manquait. J'ai eu une expérience chez Seven Digital où j'étais licenciée économiquement. Donc j'ai eu une deuxième expérience là chez Prémédit en start-up. Et puis entre-temps, je suis devenue maman. Et là, du coup, ça change un peu ta façon de voir les choses. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'avoir un meilleur équilibre, en fait, vie pro, vie perso. J'en ai marre, en fait, de courir le matin et le soir, déposer ma fille, le soir, me dépêcher sur la route pour aller la reprendre. Et puis, galérer à trouver du temps pour mes loisirs, en fait. Je faisais pas mal d'activités avant. Aujourd'hui, j'ai un peu réduit le rythme et je trouve ça dommage, en fait. Ouais, par exemple, le volley, je fais du piano, j'ai arrêté les cours de piano aussi. C'est vrai qu'il y a un piano je joue encore du piano à la maison, mais tu vois, j'essaye de courir un petit peu du coup, mais c'est toujours en speed, parce qu'il faut préparer les purées, les compotes, il faut se dépêcher, la sieste est bientôt finie. Mais ce qui est plutôt cool, j'ai envie de profiter de ma fille aussi, mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire du coup du remote, justement pour un peu pallier à ces problématiques-là. Et pouvoir continuer à m'épanouir, être une maman épanouie et du coup être saine d'esprit et m'occuper et profiter au maximum de ma fille aussi. Et donc le remote, ça te permet d'éliminer les temps de trajet, de gagner du temps. C'est ça, ouais. Et du coup, c'est comment on cherche du travail en remote? En vrai, c'est un vrai sujet. Alors, comment je fais, moi Donc, je regarde sur les Slack. Je suis sur un Slack Android. Ouais. Donc, on a un channel où il y a des offres qui sont partagées par la communauté. Donc, je regarde un peu ce qu'il y a là-dessus. Souvent, c'est précisé, en fait, quand les offres sont en remote. Je regarde aussi sur Glassdoor et sur Twitter. Alors, des fois, je cherche, tu vois, sur Twitter, genre remote, Android, job. Et alors, des fois, je tombe sur des apps de remote control et je me dis, non, c'est pas ça que je cherchais, c'est du job en remote que je cherche. Et voilà, c'est comme ça que je regarde. On a rajouté la feature maintenant sur Wheel of Death pour avoir que les jobs en remote. Mais en vrai, c'est un sujet, même nous, on savait pas comment indexer les jobs en remote correctement. Parce que t'as le remote occasionnel, le remote régulier, le remote full remote. Et souvent, nos clients, quand on leur demande au moment où on poste l'annonce, ils savent pas. Eux, ils cherchent une personne et puis on trouvera une solution. Ouais. Tu vois, le remote fait pas forcément partie de l'aspect dès le début. Donc, au début, on n'avait pas mis de filtre remote pour pas que ça exclue des jobs, en fait. Ok. Tu vois. Du coup, est-ce que c'est une idée, genre tu candidaterais sur un job qui affiche pas remote pour discuter de savoir si c'est possible de faire du remote? Ouais, parce que je l'ai fait là sur un job justement où le projet m'intéressait. Donc, je me suis dit, je vais aller voir et puis... si ça match, peut-être que en fait, ça peut le faire. J'ai discuté avec Chris Scholly récemment. C'est un développeur freelance avec qui on bosse. J'ai déjà fait l'interview pour faire le portrait sur le blog. Et il m'a expliqué que lui, en fait, ça fait 7-8 ans qu'il bosse en remote. Il est basé à Haguenau. C'est en Moselle, pour la documentation. Non, c'est même en Alsace. J'ai toujours un doute. C'est affreux, je devrais le savoir. Et bref, du coup... en fait, il candidate sur des jobs qui sont pas en remote et puis il explique qu'en fait lui il a longtemps l'habitude de bosser, il branche GitHub sur le Slack et puis comme ça les gens ils le voient committer toute la journée et puis ils savent qu'il travaille, tu vois, et il a l'habitude en fait dans ses habitudes de travail de rassurer le fait qu'il soit à distance. Et lui il est à l'aise avec le fait d'être le seul en remote dans une boîte où il y a 7 ou 8 personnes dans la même boîte, tu vois. Ok, parce que ça du coup dur, tu vois. c'est difficile, tu vois. Là aujourd'hui moi j'essaye de faire de temps en temps du télétravail. Surtout quand ma fille est malade ou quoi.
Et je trouve ça pas pratique, en fait, pas toujours pratique d'avoir l'équipe qui est tout au même endroit et toi, t'es à la maison. Enfin, je pense que je serais plus à l'aise au final à avoir tout le monde en remote. C'est pas la même culture, Non, la c'est même pas façon de culture du tout, communiquer. Ouais. On a fait l'interview de... comment il s'appelle, Sébastien Blanc, c'est ça? Ouais. Ouais, hein. De nom, ça me dit quelque chose, mais tu me Qui rappelles. bosse chez Red Hat et... C'est ça, oui. Et qui nous expliquait, lui, il est full remote, pas de souci, tu veux prendre 2-3 jours pour t'occuper de tes enfants, pas de souci, etc. Et ouais, il expliquait que c'était un confort, mais que chez eux, c'était normal. Et tout le monde est en remote chez Red Hat. C'est pas une question. Après, c'est vrai qu'on a dans les clients qu'on pose des annonces chez nous, il y a Elastic aussi qui recrute que en remote. Ouais. Mais c'est aussi parce que c'est des jobs très support. Et en fait, faire du support en remote, c'est cohérent, tu vois. Donc, je sais pas s'il y a une topologie de job qui marche mieux en remote. Moi, je me dis aussi, tu vois, si tu arrives dans une boîte qui est déjà bien... après, c'est l'image que j'en ai, mais je sais que nous, au boulot, on n'est pas encore super agile. La stratégie produit, elle est assez... elle est en cours de mise en place, quoi. Mais c'est pas toujours très clair ce qu'on doit développer. Et du coup, t'as plus besoin d'être présent sur place pour voir en fait ce qui se passe, pour entendre ce qui se passe dans les différentes équipes qui sont surtout pas forcément techniques. S'il y a de la politique et ça, etc. Voilà, du coup c'était un peu loin. À mon avis, ça doit être compliqué. Donc moi j'imagine d'être, à mon avis, t'es dans un cadre un peu plus établi. Ouais, tu me diras, dans les boîtes full remote, en fait la politique elle y est aussi, mais elle est dans les tickets GitHub. Ouais, c'est ça. C'est le vrai sujet. Hein. C'est décrit, quoi. C'est écrit. Tu parles de l'agilité, c'est quoi une boîte vraiment agile? Alors, c'est quoi une boîte agile? Je vais préciser l'action. En fait, je vois plein de boîtes qui me disent, tu leur parles de l'agile chez eux, ils vont me dire, nous, on n'a pas... on change de process tout le temps, on n'est pas fixé sur le truc. Et en fait, je trouve que c'est hyper agile de ne pas être fixé. De ne pas être fixé sur quelque chose, ouais. Puis à l'inverse, je vois aussi des gens qui me disent, attends, j'ai un nouveau MOA, lui, il veut que tout soit chiffré en JH, il n'a pas l'habitude de l'agile. Est-ce que, si tu chiffres en JH, t'es nécessairement pas agile, c'est une frontière, une ligne rouge? Après, du coup, tu vois, je dis on n'est pas très agile, mais le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de product owner. Ouais. Donc c'est problématique parce que y a personne qui prend des décisions sur le produit ou alors c'est quelqu'un qui fait un autre taf, tu vois. Moi je l'ai fait un peu, mais il fallait que je développe en même temps. Donc t'es toujours en mode speed et forcément l'organisation elle peut pas être parfaite, elle peut pas être idéale quand t'as quelqu'un qui est en surcompensation en plus de son taf pour faire un boulot que je trouve qui est primordial. Du coup, tu veux être agile, c'est d'avoir un product owner, quoi. Le PO, du coup, c'est la distance avec les utilisateurs aussi. Parce qu'en vrai, si un développeur il prend 2 heures dans sa semaine pour aller faire des interviews utilisateurs, il a moins besoin de lire les specs, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu vois mon point. Mais il faut avoir l'utilisateur sous la main, il faut avoir déjà créé des liens, c'est ça, J'imagine que chez Atos, avoir l'utilisateur final sous la main, c'était plus compliqué, tu vois. Alors, oui et non, en fait. Ouais. Parce que, tu vois, moi, du coup, ma première expérience quand on travaillait sur les SVI et tous les centres d'appel, moi, j'étais formatrice aussi de notre solution. Donc, j'allais dans les centres d'appel, je suis allée un peu partout en France, au Maroc, pour former les gens sur place, en fait. Donc, tes utilisateurs, tu les as. Enfin, ils sont à côté de toi, tu leur apprends à utiliser l'outil. Et ensuite, après, quand j'ai changé d'équipe, mes utilisateurs, c'était les gens de l'entreprise, c'était les développeurs de l'entreprise, dont moi, dont mes collègues autour de moi. Donc, c'était facile aussi, en fait. Et quand tu étais en start-up, on fait des applis mobiles, donc à la fin de la journée, les gens qui les téléchargent, on doit pouvoir leur poser des questions. Ouais. Mais c'est de l'énergie, il faut avoir quelqu'un qui le fait. Le PO, pour toi, c'est l'avocat des utilisateurs. C'est forcément un full-time job. Ah ouais. Ou alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une vision produit, quoi. C'est ça. Ouais. Ou alors, tu vois quelqu'un, en fait, dans la direction qui... Tu n'es pas obligé en fait d'être PO, mais tu peux. Faut qu'il y ait quelqu'un qui mène la barque, qui prenne les décisions, et puis Moi, je trouve que ce qui est important aussi, c'est de mesurer en fait ce que tu fais. Et c'est ce qu'on n'a pas fait pendant un moment aujourd'hui dans ma boîte. Et on mesurait pas en fait. Non, on mesurait même l'impact de ce que tu développes, les features en fait. On faisait des features au doigt mouillé, donc c'est cool, mais en fait après, tu sais pas si ça plaît à l'utilisateur. Tu es obligé d'aller... Enfin, voilà, pour moi, c'est un complément. Soit tu fais des interviews utilisateurs et en complément, tu mesures aussi son parcours dans l'app. Où est-ce qu'il s'arrête Est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment bien Surtout quand tu es dans une startup et tu cherches ton produit et tu n'as pas ton product market fit. Nous, on a un site web à la fin, on a toujours le page view à la fin de la journée, tu vois. Ouais.
Donc à la fin de la journée, on a une maîtrise grosse, genre bah bon, le palejou il a baissé, hein, on a dû faire un truc qui leur plaît pas là. Il faut mesurer. C'est vrai que sur le mobile, on a moins facilement des mesures d'usage quoi. Bon, avec Firebase, tu peux t'en sortir quand même, il y a des trucs pas mal. Firebase, ils ont rapatrié les figures de Fabrice du coup. Ouais. Ok. Ouais. Ce qui est un peu dommage parce que Fabric était plutôt cool. C'est vrai. mais ouais, dans Firebase, tu as pas mal d'analytics. Là, j'ai testé, on va sûrement faire de la A/B testing là, dans un prochain sprint. Et du coup, dans Firebase, tu peux très facilement faire de l'A/B testing. Ouais. C'est en quelques clics, c'est assez magique. Donc ouais, en plus, il y a des outils sous la main pour faire ça bien. Donc, C'était un sujet aussi dans plein de startups où j'ai bossé, on n'avait pas trop de volume d'utilisateurs. Tu vois. Du coup, Ouais. t'as 10, 20, 40 DAU, t'as pas forcément de quoi avoir des maîtrises à B tester, c'est compliqué. Ouais, après, tu vois, je pense que là, je suis pas certaine que ça va peut-être donner quelque chose, mais au moins on s'essaye en fait. Le jour Ouais. où l'appel grossit, bah, on aura déjà testé ça en amont, on saura et puis, comment le faire, et puis... D'ici 6 mois, les volumes, ils seront passés, quoi. Un des derniers sujets qu'on voulait aborder, c'était du coup le retour de congé mat. C'est un sujet... est-ce que c'est un sujet difficile? Comment on le catégorise? Qu'est-ce qu'on donne comme adjectif à ce sujet? C'est pas évident, parce que tu rentres, bah, t'es un peu bouleversé hein, de ton changement de vie, tu rééquilibres bah, ta vie de couple, Il faut absolument qu'on soit descriptif pour les gens qui connaissent pas du tout, tu vois. C'est-à-dire Genre, qu'est-ce qui change? Non, déjà, un congé mat, ça dure combien de temps? Alors, un congé mat... Alors, attends, je suis pas sûre, parce que moi, du coup, j'étais en congé mat plus tôt, parce que j'ai accouché 2 mois plus tôt, et la date de fin change pas. Donc moi, j'étais en congé mat de Parce que du coup, t'es en arrêt maladie avant. Bah, c'est juste le congé mat qui le congé mat qui tôt. grandit. Ouais. Ok. Qui grandit. Quand tu fais un bébé prématuré, c'est comme ça que ça marche. Ok. Et donc, du coup, moi, j'étais en congé mat de mars à début juillet. De mars à juillet, donc 3 mois. Mais je pense que normalement, ça aurait été 2 mois et demi, ce qui est super court. Quoi. Et donc voilà, ça chamboule, ça chamboule ta vie quand t'as un bébé qui arrive comme ça en bien, hein, en vachement bien, c'est génial. Mais du coup, quand tu retournes bosser, bah, t'y vas plus dans la même optique et t'es pas forcément perçu non plus de la même manière. Tu vois, t'as été absente ou absent. Il s'est passé des choses, quoi. Ouais, voilà. C'est vrai que tu parles de toi à la troisième personne. Ouais, t'as vu. Le toi masculin. Ça craint. C'est terrible. Je suis une femme pourtant. Du coup, tu me disais, t'as été absent. Ouais, voilà, j'étais absente et du coup, bah, c'est vrai que tu peux avoir des réflexions qui sont pas cool. Qui sont pas adaptées. Ouais. Voilà, qui sont pas adaptées, c'est tout. Les femmes, c'est elles qui font les bébés, elles ont des congés maternité, du coup, elles sont un peu moins présentes pendant une période au boulot, mais c'est pas une maladie en fait. Et si les hommes pouvaient être en congé. En congé paternité ou le deuxième parent, hein, je dis les hommes, mais le deuxième parent pouvait avoir un congé maternité, enfin je sais pas comment tu dis en fait, congé parental, voilà. Ben, ouais. ça serait cool aussi en fait. Et je pense que ça remettrait peut-être. Il y a des boîtes hein, qui commencent à faire ça. Ouais. Justement, tu parlais d'Elastic, qui font des congés. Parental Act. Ouais, t'as ça qui tourne un petit peu. Et au final, je pense que ça remet un petit peu le curseur entre les deux. Et le fait d'avoir un congé maternité est moins discriminant parce que le deuxième parent, il peut aussi en avoir un. Tu reviens dans la boîte, effectivement, ton rythme de vie, il a complètement changé, donc tu dois retrouver tes marques sur le rythme. Ouais. Puis en plus, les premiers mois, le rythme de l'enfant, il change un peu beaucoup. Donc tu dors pas beaucoup, hein, donc ouais. Tu te réveilles encore. Mais au final, moi, c'était super rigolo parce que ma fille faisait pas encore ses nuits et je reprenais le boulot. Et du coup, bah, tu finis ta journée de boulot vers 18h. Déjà, tu finis plus tôt qu'avant hein, parce que tu veux rentrer. Et tu vois, je rentre, ma fille à 18h30, elle était claquée, elle dormait. Et du coup, tu te dépêches pour rentrer, pour la voir, pour avoir un petit peu d'interaction avec. Et puis 10 minutes après, en fait, elle dort. Ouais. Et alors moi, comme elle faisait pas ses nuits, en fait, j'étais contente qu'elle se réveille à 2h du matin parce que j'allais pouvoir passer un moment avec elle, tu vois. Ouais. J'allais l'allaiter, j'allais m'occuper d'elle et j'allais interagir avec elle. Ouais. Donc tu vois, tu rentres et tu te dis, bah, c'est pas grave, à 2h, elle va se réveiller et je vais voir ma fille. tu vois juste le délire. Et tu changes le rythme. Et donc du coup, t'es un peu fatiguée. T'es un peu fatigué, mais en fait, tu prends l'habitude, en fait. Et reprendre la course de la boîte qui a avancé sans toi. Ouais, surtout, quoi. T'arrives dans un contexte, tu vois, il y a des choses qui se sont passées pendant ton absence. Tu reviens, soit il y a des choses à rattraper. C'est pas évident. Et tu vois, moi, quand je suis rentrée aussi, j'ai tout de suite voulu me mettre à 80% parce que j'avais pas du tout envisagé, mais parce que justement, je voulais un meilleur équilibre et me sentir mieux dans ma tête. Je me rendais bien compte qu'aller tout le temps au boulot et d'être à un rythme effréné au boulot,
c'était pas tenable en fait pour ma santé mentale, quoi. Ouais. Tu vois, par exemple, en tant que patron, comment je dois me préparer, est-ce qu'il y a des choses à savoir, tu sais, par exemple, quand on accueille un nouveau salarié, on a un process pour accueillir un nouveau salarié, tu vois. On n'a pas de process pour un parent qui revient, on sait pas faire, tu vois. Ouais, vous en aviez parlé en plus dans le dernier podcast. Comment, genre, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer, c'est quoi les bonnes pratiques, je pense, tu vois, moi j'avais demandé à 80% et on me l'a accordé, mais comme la boîte avait vraiment besoin de moi pendant l'été, on me l'a accordé en octobre. Donc du coup, j'ai fait 3 mois temps plein et ça a été dur en fait. Le compromis. Et du coup, je pense en fait, si quelqu'un vient te demander ce genre de choses, faut juste se dire, en fait, s'il me le demande, c'est qu'il en a vraiment besoin. Et au final, ça sera bénéfique pour moi parce que il ira bien mentalement, en fait, il se sentira bien. Et ça se ressentira dans son travail derrière. Alors que quelqu'un qui est toujours en train de se dépêcher à faire plein de choses en même temps et se dépêcher ensuite en rentrant à la maison, pas avoir... Enfin, t'es en mode, je me dépêche tout le temps, en fait, au boulot et à la maison. Et du coup, c'est pas sain d'avoir quelqu'un dans ton entreprise comme ça. Donc, pas hésiter à écouter la personne et à faire des compromis pour s'adapter à sa situation, quoi. Ouais, parce que finalement, en fait, te prendre un jour de plus par semaine, ça t'a pas forcément... Ton esprit n'était pas beaucoup plus libre pour la boîte. Non, puis on a vraiment senti une différence à partir d'octobre. Tu étais plus fatigué quand même parce que tu bossais plus. Tu crées autant de valeur pour la boîte finalement si t'es à 4 5e que si t'es à 5-5. C'est clair. Et que t'avais pas envie d'être à 5-5. Beaucoup plus, parce qu'au moins, tu vois, le jour où t'es off, t'es content de profiter. Moi, je sais que le mardi soir, je m'autorise beaucoup plus à aller à des meet-up ou à faire des activités parce que je me dis, c'est pas grave, demain, en fait, je passe la journée avec ma fille, je peux profiter, puis je vais pouvoir avancer aussi sur mes projets perso, faire des choses, etc. Je fais beaucoup plus de veille technique maintenant parce que j'ai mon mercredi. J'ai mon collègue, j'ai un collègue au boulot qui me dit, ah, mais c'est trop cool, hein, tu fais plein de projets en ce moment, t'as le temps de coder, de faire des trucs, parce que quand elle dort, je me dis, bon allez, voilà, je me prends 1 heure ou 2, et puis je commence à développer telle app, ou je commence à faire tel truc. Et c'est bénéfique aussi pour l'entreprise, parce que quand je rentre le jeudi ou le vendredi, je me dis, ah punaise, en fait, non, là, on s'est carrément foiré, il faut qu'on fasse plutôt comme ça, ou alors t'apprends des choses, en fait. Tu as vu l'article de Kayla sur Medium, qui dit « Not OK » ? Non. C'est un article où elle parle de... Kayla, c'est une freelance qui est expérimentée, elle a peut-être bientôt entre 30 et 40, j'en ai aucune idée. Ouais. Mais elle a plus de 10 ans d'expérience, quoi. Et il y a un de ses clients qui lui a envoyé un SMS un peu déplacé, et il y a tout un débat sur est-ce que le SMS est déplacé ou pas. Et c'est pas du tout le sujet, d'après moi. Genre, le sujet qui me parlait, c'était plutôt l'inclusion et le fait qu'il y ait des gens qui envoient ce genre de SMS déplacés, ça fait que l'environnement il est hostile. Ouais. L'environnement il est acide. Est-ce que je sais pas, est-ce que tu as une opinion sur ce débat de société ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la représentation des femmes dans la branche ? Alors nous, ce qu'on fait en tout cas au GDG, c'est que maintenant on organise des défestes des petits quinquins. Ouais. Où on essaye de sensibiliser les tout petits. Et moi en particulier, j'ai envie de sensibiliser les petites filles, les ados, pour qu'elles comprennent en fait que c'est un métier aussi féminin, parce que le switch il se fait après, hein, quand elles sont au collège, lycée, en fait, que les femmes les jeunes femmes viennent plus dans l'IT. Après au quotidien, tu vois, moi j'ai déjà eu des remarques qui sont pas voulues en fait de collègues, tu vois, pour eux c'est juste, tu vois, une fois j'ouvre un terminal et je commence à faire des lignes de commande et j'ai un collègue qui me fait « Ah mais en fait t'es une vraie geek en fait, enfin tu sais coder, tu sais même faire des lignes de commande et tout. » Je connais des hommes qui sont développeurs, ils sont sous Windows. Je dis non mais attends, j'ai fait une étude des écoles d'ingénieurs, je fais le même métier que toi en fait. Et en fait lui c'était même pas méchant la remarque qu'il a faite, parce qu'au final il a jamais côtoyé de femme dev, donc l'image qu'il en fait c'est pas du tout celle-là. Donc des remarques comme ça. Peut-être, en fait, tu vois, je leur en veux même pas d'avoir eu cette remarque-là. Par contre, je sais que j'ai des collègues souvent qui venaient un peu me soutenir, tu vois, dire bah oui, Fanny, tu vois très bien que c'est une dev, quoi. On le sait que c'est une dev. Ou alors une fois, je suis arrivée en jupe, on m'a dit
waouh, mais t'es une fille en fait. Donc du coup, j'ai un collègue pareil, il me dit bah oui, en fait, ça se voit que Fanny c'est une fille et c'est tout en fait. Laissez-la tranquille, elle a les cheveux longs, enfin, c'est tout quoi. Ouais. Donc c'est bien d'avoir aussi des gens autour qui viennent te défendre à ta place, comme ça t'as pas besoin de faire la militante. Qui peut parfois passer pour une relou en fait si tu commences à c'est fatigant quoi. Dans les débats on m'a dit que j'étais plus féministe que les femmes, ça m'a piqué hein. J'étais pas content. En gros à la fin j'essaie de faire une espèce de radar de comment tu apprécies en fait une opportunité professionnelle, tu vois. Donc j'ai noté que la présence de mentors c'était important pour apprendre, mais qu'au final en fait c'est quand même apprendre qui est important pour toi. C'est clair. Et donc, si tu peux compenser par le fait qu'il y ait la liberté d'aller à des meet-up, etc. Enfin, pas la liberté d'aller à des meet-up, c'est pas comme si c'était une liberté fondamentale, mais quand même, il y a une différence entre une boîte où partir à 17h40 parce que tu vas à un meet-up et partir à 18h30. Tu vois, c'est bien vu de partir à un meet-up, partir tôt du bureau pour aller à un meet-up. Ou aller à un BBL le midi, bah ok, tu rentres, il est 14h30, mais en fait, t'as appris des choses le midi. Complètement. Donc ça, c'est un sujet, je l'ai bien formulé. Ouais. Apprendre. L'équilibre vie perso, vie pro. Ouais, ça, je pense que c'est le sujet, tu vois. Je trouve que c'est super important, justement, d'être bien dans sa tête pour bien travailler. Qui n'était pas une sensibilité en début de carrière. Non. C'est quelque chose qui évolue, comme quoi le radar évolue. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, je suis toujours une acharnée, je veux apprendre plein de choses, et du coup, avant, je m'arrêtais pas, en fait. Ouais. Je savais pas m'arrêter, j'avais du mal à quitter le boulot. À la fin de la journée, je devais aller à je sais pas combien de meet-up dans la semaine, et puis faire plein d'autres activités autour, donc... Ouais, aujourd'hui, c'est un sujet. Et vous, voilà, écoutez-vous. On t'appelle, comment on te contacte et qu'est-ce qu'on te raconte? On me contacte Twitter, Fanny Demey, principalement. On te contacte pour le DevFest, est-ce qu'il y a des sujets On me contacte pour le DevFest, on cherche des partenaires encore, des partenaires bronze. Il reste la place pour les partenaires bronze, ouais. Voilà, il reste quelques places. Alors, ensuite, prenez votre place. Ça va pas être diffusé ce soir. Ouais, mais peut-être qu'il y en aura encore. Ceux-là, on les prend. Ça sera sûrement diffusé dans 3-4 semaines, donc... Oui, mais peut-être qu'on en aura encore, mais c'est pas sûr. C'est vrai que c'est pas sûr. Prenez votre place en tant que participant, justement, pour venir rencontrer la communauté. Il nous en reste encore, mais ça part vite, surtout quand on commence à annoncer le planning et les top speakers. Il ne faut pas attendre le planning pour prendre sa place. Ouais, sinon, après, il est trop tard. Même nous, on n'en a pas pour nos potes, donc... Ouais. Et du coup, on te contacte pour du travail ou pas? Ouais, si c'est un job en remote. Laissez-moi un petit peu de temps. Comme je te disais tout à l'heure, en avril, j'ai envie de me poser, justement, et de passer d'intermédiaire à senior, en tout cas sur Android, à vitesse accélérée. Donc, je vais un peu coder comme une geek, et je vais faire plein de petits trucs. Donc, voilà, faut savoir que j'ai envie de prendre ce temps-là. Donc, je vais prendre ce temps-là. Du coup, on peut me contacter. On se contacte sur Twitter pour savoir qu'est-ce que tu fais en ce moment. C'est ça. Ok, c'est cool, ça marche. J'ai tout noté. À bientôt. Merci Damien. Encore merci d'avoir écouté ce podcast. Sachez qu'il nous prend énormément de temps. Marcy passe beaucoup de temps à le monter une fois que je l'ai enregistré, et moi ça me prend du temps également à l'enregistrer. Donc on apprécie beaucoup vos retours, on apprécie de savoir ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez en faire. N'hésitez pas à m'envoyer un email à moi, donc c'est damien@wheelofdev.com, ou même à Marcy, c'est elle qui gère les plannings, qui gère la diffusion et la production de l'ensemble de ces contenus, donc elle est très intéressée et très à l'écoute. C'est marcy@wheelofdev.com. Je vous invite à aller visiter wheelofdev.com et le blog qui s'y trouve. On y retrouve toutes sortes de contenus à destination des développeurs qui cherchent à changer de carrière, qui cherchent à être heureux, que ce soit en changeant de carrière ou non d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui parlent de comment mieux gérer les projets, comment travailler en équipe, et tous ces articles peuvent vous aider au quotidien. Je vous demande encore une fois d'aller mettre une note sur Apple Podcast, parce que c'est vraiment le seul endroit où en fait on peut accumuler des notes sur un podcast, et elles sont importantes pour faire découvrir ce podcast à des utilisateurs tous les jours, qu'ils soient utilisateurs d'ailleurs, qu'ils soient utilisateurs d'un iPhone ou non. Donc n'hésitez pas à prendre un MacBook, à aller prendre un iPad et à aller mettre cette note. Merci beaucoup et à très vite.